L'Australie abrite certaines des bestioles les plus brillantes, les plus audacieuses et les plus inquiétantes. Dans ce monde miniature, les apparences sont trompeuses. Les araignées ressemblent à des fourmis et les insectes se meuvent comme des feuilles. Ils s'adaptent selon leur objectif. De constructeurs à assassins. Certains collaborent. D'autres agissent seuls. Chacun se bat pour survivre sur cet ancien et vaste continent. Continent qui abrite certains des animaux les plus étranges et les plus fascinants de la planète. Voici la vie secrète des insectes et des papillons. Les tropiques humides de l'État du Queensland au nord-est de l'Australie. La forêt tropicale y domine. Pour l'œil humain, il n'y a rien d'autre à voir que de la verdure. Mais de la canopée au sol de la forêt, chaque centimètre carré de cet écosystème fécond est rempli de créatures. Certaines sont grandes et visibles. Mais il y a là un autre monde dissimulé. Un monde plus petit, rempli d'une vie complexe, riche et impitoyable. Un monde d'insectes et d'araignées. Nulle part ailleurs en Australie, on ne rencontre autant de diversité d'insectes que dans cet état du Queensland. C'est un environnement brutal. Manger ou être mangé. Chacun développe une stratégie pour survivre. Il y a en Australie 400 espèces de papillons. 60% d'entre elles vivent dans l'État du Queensland. Certaines sont incroyables. Le Setosia biblis. Le seul papillon rouge d'Australie et l'un des seuls papillons rouges au monde. Les couleurs du Troïde priamus, une espèce endémique, sont encore plus spectaculaires. Avec ses 16 cm d'envergure, ce géant aux multiples nuances est le plus grand papillon d'Australie. De l'orange vif du Vindula arsinoe au motif du Hippolimnas bolina, chaque papillon amène sa touche de couleur. Ils donnent un éclat incroyable à la forêt.
des couleurs éclatantes et des dessins extraordinaires. Mais pour une brève période seulement. La plupart des papillons ne vivent pas plus de 4 à 6 semaines. Leurs ailes ne se remettent pas des dégâts qui leur sont infligés. Chaque coup a de lourdes conséquences. Plus l'insecte vole vite, plus il inflige de dégâts à ses ailes. Et plus sa vie est courte. Tout commence avec la ponte des œufs. Ces minuscules œufs sont très bien camouflés. Chaque papillon en pond des centaines durant sa courte vie. Ce Setosia biblis dépose ses œufs sur la tige d'une feuille. Il n'est pas le seul à fréquenter cette crèche. Comme dans un banc de poissons, dans une volée d'oiseaux, le Setosia biblis cherche la sécurité dans le nombre. Pour ces œufs du Troïde Priamus, l'heure est à l'éclosion. Cet œuf a été pondu il y a 8 jours. La minuscule chenille ne deviendra papillon que dans 7 ou 9 semaines. Elle se nourrit, croît rapidement et mue au moins 4 fois. Les chenilles croissent par étapes. Quand elles sont trop à l'étroit dans leur peau, elles muent et en recréent une un peu plus spacieuse. Ces mutations nécessitent énormément d'énergie et donc énormément de nourriture. Cette chenille ne laisse rien se perdre, y compris son ancienne peau. On ne sait pas vraiment pourquoi les chenilles mangent leur mue. C'est peut-être un supplément de nourriture, ou bien pour effacer toute trace de leur présence, afin que les prédateurs ne viennent pas voir de plus près. Dans la forêt, rien n'est sûr. Chaque individu est en danger et doit rester sans cesse sur ses gardes.
Cette minuscule chenille se dirige tout droit dans les mâchoires d'une fourmi tisserande. Une autre fourmi vient essayer de lui disputer sa proie. La chenille est au cœur d'une lutte acharnée. Il n'y a aucune échappatoire. Toutes les chenilles doivent se protéger du mieux possible. Elles se dérobent, se battent, empoisonnent pour tenter de survivre. La chenille du Hippolymas bolina est munie d'épines pointues pour éloigner la plupart des oiseaux. La chenille du Vindula arsinoé est une guerrière. C'est la larve de papillon qui possède les plus longues épines. Son corps est aussi très toxique. Cette chenille passe sa courte vie à se nourrir de plantes vénéneuses. Les plantes n'empoisonnent pas la larve, mais rendent son corps toxique pour ses prédateurs. On parle d'aposématisme. Les couleurs vives ont pour objectif d'éloigner les attaques. C'est un signal pour les prédateurs que ces chenilles sont toxiques. La chenille du Troide Priamus est une cible bien plus dangereuse. Elle aussi mange des feuilles pleines de toxines. Son corps épineux constitue un poison pour les prédateurs. Mais elle a aussi une arme secrète. De cette nourriture toxique, elle fabrique un produit chimique infect. Sous la menace, elle peut faire jaillir l'horrible liquide des cornes situées sur sa tête. Ce qui peut suffire à décourager l'assaillant. Deux semaines ont passé. Il est temps pour la chenille du Vindula arsinoé de passer à la prochaine étape de son développement, la formation de la chrysalide. La chenille a quitté la plante dont elle se nourrissait pour une autre lui offrant un grand nombre de feuilles et, plus important, un abri. Elle a préparé un support de soie sur la feuille. Elle se suspend maintenant grâce à une série de crochets appelés crémastères. Sous sa peau, la chrysalide se forme. Ce stade de la chrysalide, qui dure une dizaine de jours, fait d'elle une cible facile. Mais sa forme de feuille lui permet de se camoufler. La chenille du Troide Priamus a une technique différente. Elle aussi crée un support de soie pour s'arrimer à la tige. Mais elle tisse un fil autour de la tige
comme une sorte de ceinture. Elle se débarrasse de sa peau de chenille et se transforme en chrysalide. Pendant 3 à 4 semaines, ces cellules deviennent liquides pour se réorganiser et former une nouvelle structure. La métamorphose finale débute. Plus bas sur le sol, la vie continue. Les mille-pattes cherchent à manger. Ils se délectent de plantes en décomposition et tiennent un rôle clé dans l'écosystème en assimilant ces restes de végétaux. Au bord de l'eau, les grenouilles sont nombreuses. Elles pondent leurs œufs dans les eaux les plus calmes possibles. Cette grenouille géante, qui porte bien son nom, pond 1 millier d'œufs en une seule fois. Les têtards et les jeunes grenouilles sont un régal pour d'autres espèces. Dans les airs, les libellules foncent. Ce sont les plus rapides du monde des insectes, atteignant la vitesse de 58 km/h. Mais agilité et vitesse ne suffisent pas toujours pour les protéger du poisson archer. Habitués des mangroves, ils s'aventurent plus en amont. Grâce à de puissants jets d'eau, il peut toucher un insecte à 2 mètres de distance. Il s'avère dangereux pour une chenille de former sa chrysalide trop près de l'eau. Quatre semaines après le début du processus, une femelle Troide Priamus apparaît. C'est l'un des spectacles les plus extraordinaires du monde des insectes. Les cellules qui n'ont pas servi à former le nouveau corps restent à l'état liquide, le méconium. La femelle fait monter du fluide depuis son abdomen dans les veines de ses nouvelles ailes fragiles. Il leur faut quelques heures pour durcir et sécher. Puis, elle est prête à voler. Ses pattes arrière, sorte de système de direction, lui permettent de virer subitement pour échapper aux prédateurs. Le papillon ne vivra que 6 semaines. Il doit s'accoupler au plus tôt et transmettre ses gènes à la génération suivante.
Les mâles, d'une superbe teinte émeraude, quadrillent le secteur à la recherche de femelles fraîchement apparues. Un mâle l'a repéré. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Le mâle est plus petit qu'elle. S'ils devaient être interrompus dans leur acte, la femelle s'appuierait sur sa grande envergure pour s'envoler et embarquer le mâle avec elle. L'accouplement peut durer jusqu'à 14 heures. Le mâle va féconder chacun des œufs. On pense qu'il reste ensuite avec la femelle pour empêcher tout autre mâle de l'approcher. Leur durée de vie est très courte. En s'accouplant, ils permettent à la vie de se perpétuer. Bientôt, une nouvelle génération va commencer sa métamorphose. Et comme leurs parents au stade de chenille, ils auront recours à des stratagèmes, au poison et au mimétisme pour tenter de se défendre. Maîtriser l'art de la dissimulation est affaire de survie. Ces insectes-feuilles sont présents en Australie et en Asie. Surnommés feuilles qui marchent, ces insectes ont la taille, la forme et la couleur du feuillage environnant. Ces mouvements sont également une sorte de camouflage. Ces tremblements reproduisent le balancement des feuilles. C'est un bon camouflage, idéal pour détourner l'attention de prédateurs, tel l'autour blanc qui vit dans la forêt. Certains insectes usent d'un tout autre stratagème. Pour beaucoup, croiser la route de ces fourmis tisserandes voraces est synonyme de mort. Agressives et territoriales, les fourmis tisserandes préféreraient mourir que de renoncer à leur territoire. Elles s'unissent pour vaincre, puis pour démembrer leur proie.
Elles forment une sorte de filet géant, ne laissant rien échapper. Une colonie établie de fourmis tisserandes peut traquer des millions de proies chaque année. Cette araignée n'a aucune chance. Cette araignée dite sauteuse est la reine de la tromperie. Elle fait croire aux fourmis qu'elle est l'une d'entre elles. Les fourmis se fient moins à leur vue qu'aux signaux chimiques pour distinguer les amis des ennemis. En adoptant leur signature chimique, l'araignée reste indétectable. Ce mimétisme chimique n'est pas seulement une brillante stratégie de défense, mais aussi une technique efficace de prédateur. Les fourmis pensent qu'il s'agit là d'une des leurs. Elles ne l'empêcheront pas d'entrer dans leur nid. L'araignée s'en prendra aux œufs, aux larves et aux nymphes. Réussir à franchir la défense d'un nid de fourmis tisserandes est un exploit. C'est l'une des plus incroyables forteresses de la forêt. Construite par une puissante et ingénieuse armée de fourmis. Qu'on la trouve en Afrique, en Asie comme en Australie, une colonie de fourmis tisserandes peut compter 500 000 individus. Seule, une de ces fourmis est minuscule et vulnérable. Ensemble, elles constituent une incroyable force d'action. C'est le principe de travail d'équipe. Elles se préparent à construire un nouveau nid. À l'aide de leurs pattes et de leurs mâchoires, les fourmis rapprochent les feuilles les unes des autres. C'est de là que la fourmi tisserande tire son nom. Elle porte les larves en bordure de feuilles pour qu'elles y produisent un fin fil de soie. Les fourmis disposent les larves là où il faut. Elles les placent la tête près de la feuille. Les larves produisent de la soie qui adhère à la surface de la feuille. Un métier à tisser organique. Il en résulte une nouvelle garnison parfaitement dissimulée et depuis laquelle les fourmis partiront en patrouille en quête de nourriture.
Le travail d'équipe ne se limite pas à la chasse ou à la construction. Ces fourmis s'occupent d'une de leurs reines, encore au stade larvaire. Leur nid a subi des dommages et elles l'amènent dans un endroit sûr le temps de réparer. Quand elle aura achevé sa croissance, elle sera dotée d'ailes. Elle devra alors s'envoler et trouver un site pour fonder une nouvelle colonie. Elle fait 4 fois leur taille. Mais le travail d'équipe rend la tâche plus aisée. La fourmi tisserande n'est pas le seul chasseur de la canopée. Tissée entre les arbres, une immense toile d'araignée retient des restes d'insectes petits et grands. Elle a été créée par des Cyrtophoras. Elles sont présentes en Asie tropicale et en Australie. Chaque araignée de la taille d'une main a tissé une toile dense large d'1 demi-mètre. Tout comme chez les fourmis tisserandes, la coopération est de mise. Les Cyrtophoras vivent en colonie, fait rare chez les arachnides. Elles tissent leurs toiles les unes à côté des autres. Même si une toile seule est assez petite, une fois reliées entre elles, les toiles peuvent recouvrir des sections entières de la canopée. Grâce à ce réseau, les araignées multiplient les prises. Après éclosion, les insectes s'envolent généralement vers les cimes. Tout ce qui se passe à proximité de la toile géante peut se faire piéger, y compris même de petits oiseaux. La toile est parcourue de vibrations. L'araignée la plus proche vient alors injecter son venin à la victime. Une fois la proie immobilisée, l'araignée peut l'emballer plus facilement dans sa soie. En peu de temps, tout est sous contrôle. Tout ce qu'elle ne mangera pas sur le champ, l'araignée le conservera. Ces toiles resteront en place jusqu'à ce que de forts vents ou des pluies abondantes les détruisent. Les araignées en tisseront de nouvelles, ensemble. Sur le sol de la forêt, ce criquet s'apprête à pénétrer dans l'antre de l'un des plus terrifiants prédateurs d'Australie. La mygale australienne. C'est l'une des plus grandes araignées du pays, avec près de 16 cm de longueur. Son venin est assez puissant pour tuer un chien. Cette araignée vit au sol, dans les recoins les plus secs de la forêt. Elle a creusé un terrier profond d'à peu près 1 mètre. Seule, elle attend à l'entrée de son repère.
La mygale reste à l'affût pour chasser. L'araignée se fie davantage au toucher qu'à la vue. Elle attend patiemment. Le criquet passe tout près du repère. Les vibrations induites par son déplacement trahissent sa présence. Tout est fini en une fraction de seconde. Avec la mygale dans les parages, le sol de la forêt n'est pas un lieu sûr pour les autres insectes. Dans les arbres, le danger est présent aussi. L'araignée chasseuse n'a pas recours aux toiles. Elle chasse ses victimes. Elle se fond dans le décor et est extrêmement rapide. Le criquet n'est plus. Aucun animal n'est à l'abri du danger dans la forêt. Le plus grand, comme le plus petit. Cette araignée, dite croix de Saint-André, tisse sa toile. Elle n'est présente qu'en Australie et vit en bordure de la forêt tropicale. Dotée de longues pattes pour un petit corps, elle attend sa proie tête en bas sur sa toile. Ses pattes regroupées par paires dessinent une croix. Elle a une prise. Avant que la mouche ne puisse s'envoler, elle l'emballe pour l'immobiliser. Ces paquets de nourriture peuvent se conserver. Mais pas aujourd'hui. Elle recouvre la proie d'enzymes qui sont issues de son estomac. Ceci, combiné à l'action des crochets et des mâchoires, lui permet de réduire la proie à l'état de soupe. Une bouillie que l'araignée aspire.
Un mâle, plus petit, s'approche pour s'accoupler. Elle n'est pas intéressée. Un autre mâle tente sa chance. Celui-ci attire son attention, mais pas comme il l'espérait. La femelle pratique le cannibalisme sexuel. Seuls les mâles les plus forts sauront séduire, se reproduire et échapper à la femelle. Ce prétendant passe à la casserole. Une autre espèce a suivi avec attention ce drame. Dans la jungle, il y a toujours une créature pour faire d'un prédateur une proie. L'araignée Portia. Elle est plus petite que l'araignée dite croix de Saint-André, mais la taille ne fait pas tout. La Portia est une araignée surprenante. Elle est dotée de très grands yeux à l'avant. Elle est unique. Aucune autre araignée ne voit aussi bien qu'elle. Et ce n'est pas tout. Les scientifiques ont découvert que cette araignée possède un cerveau plus grand que celui des autres espèces. Elle est capable d'adapter ses méthodes de prédation en apprenant de ses erreurs. Elle prendra consciemment des chemins détournés pour attaquer. Ce comportement est la marque d'un être capable de résoudre des problèmes. La Portia s'est élaboré un plan. Elle commence à s'approcher. L'araignée visée détecte la présence d'un prédateur et tente de le décourager d'attaquer. C'est la technique dite trampoline. Elle essaie de compliquer la tâche de l'assaillant. La Portia, en plus d'une vue extraordinaire et d'une grande intelligence, possède une arme efficace. Un saut fulgurant et d'une précision extrême. Elle lui injecte ensuite un puissant venin. Bientôt, la proie sera complètement immobile, prête à être dévorée. Les insectes et papillons d'Australie ont mis au point d'incroyables stratagèmes pour survivre. Des fourmis qui se servent de la colle des larves, aux araignées qui se font passer pour des fourmis. Les forêts australiennes sont peuplées d'une incroyable variété d'insectes.
de frimeurs aériens, de maîtres du camouflage et de rois de l'élégance. Tous les moyens sont bons pour survivre. Les zones humides et les points d'eau douce d'Australie sont pleins de vie. Ils abritent de majestueuses, d'extraordinaires et de mortelles créatures. Elles se rassemblent près des eaux pour manger, se reproduire et élever leurs petits. C'est l'un des écosystèmes les plus variés et les plus prolifiques d'Australie. Une immense île qui abrite certains des animaux les plus étranges et les plus fascinants de la planète. Voici la vie secrète des points d'eau australiens. Le nord tropical de l'Australie. Terre plus chaude et plus sauvage que celle du sud. Dans ces régions, il n'existe que 2 saisons. Saison humide et saison sèche. Nous sommes en octobre, à la fin de la saison sèche. Durant 5 mois, il a très peu plu. Le soleil a rapidement dispersé toute trace d'humidité. Les oiseaux se rassemblent autour d'un des derniers points d'eau. Ces rares réservoirs sont extrêmement précieux pour les animaux en quête d'eau et de nourriture. Jour après jour, le soleil cogne, la terre se fissure. Les températures sont élevées. Le feu, la sécheresse sont monnaie courante et peuvent s'avérer mortelles. Certaines espèces se soustraient aux chaleurs torrides de la saison sèche en gagnant des zones plus plaisantes. D'autres entrent dans une phase de sommeil sous terre. En novembre ou décembre, le ciel s'assombrit. Les nuages s'amoncellent. La saison humide s'annonce. Trois ou 4 mois de pluies abondantes, d'humidité, d'orage et des millions et millions de litres de pluie. Les rivières sortent de leur lit. Elles recouvrent les plaines proches de la savane et créent d'immenses zones où les eaux sont peu profondes. Les pluies remplissent également les trous d'eau existants et les lagons. Les grenouilles sont les premières à apparaître. Elles se sont abritées du soleil dans les fissures, dans les troncs creux ou sous une couche de boue au sein d'un cocon fait à partir de leur propre peau. La bien nommée Dryopsophus splendidus émerge. Ce mâle appelle immédiatement une partenaire. Pour les grenouilles des zones humides du nord, se reproduire est urgent. Le niveau de l'eau est élevé pour le moment, mais durant la saison humide, les niveaux ne cessent de monter et de descendre.
Il faut s'assurer que les œufs ne sécheront pas. La grenouille passe immédiatement à l'action. En quelques heures seulement, les grenouilles se sont accouplées et ont pondu leurs œufs. À peine une semaine plus tard, de minuscules grenouilles gagnent la terre ferme. Les mares peu profondes qui se forment de façon temporaire constituent de parfaits lieux de ponte. Les points d'eau plus profonds seront bientôt envahis de prédateurs et deviendront dangereux pour les têtards. Avec les pluies incessantes dans les trous d'eau et les lagons, des œufs et des larves pullulent et font le régal des insectes, des petits poissons et des crustacés. Dans ce lagon proche du parc national de Kakadu, l'eau abrite des êtres minuscules, la base d'une chaîne alimentaire incroyable et complexe. La vie végétale reprend également. La pluie redonne leur couleur aux nénuphars, fait se déployer leurs pétales d'un rose pur et leurs larges feuilles. Ils ont survécu à la saison sèche en laissant mourir leurs feuilles tout en gardant leurs racines actives. Ils poussent et fleurissent à nouveau. Leurs larges feuilles abritent alors les insectes et les larves qui se développent dans l'eau. Le dessous des feuilles et les tiges sont couverts d'algues dont se nourrissent ces nouveaux invertébrés. Cette vie miniature des zones humides et des points d'eau se développe et attire de plus grands animaux qui viennent profiter du festin aquatique qui leur est offert. Les oiseaux, par milliers. Du simple canard aux espèces exotiques les plus incroyables, les oiseaux règnent sur ce monde aquatique et humide. Si le point d'eau est assez profond pour perdurer, certains oiseaux resteront là toute l'année. D'autres, comme cette canaroie semi-palmée en provenance d'autres régions d'Australie, viennent tirer avantage de ce nouveau monde aquatique engendré par les pluies. La canaroie semi-palmée est herbivore. Elle est à la recherche de grains de riz sauvages. Certaines espèces, comme cette aigrette, sont là pour les populations abondantes de poissons, d'insectes et de crustacés. Chaque espèce est dotée d'un bec qui lui permet d'attraper sa nourriture favorite. L'ibis, paré de ses brillantes plumes irisées, raffole des crustacés. À l'aide de son bec courbé, il peut sonder la boue en quête de nourriture. Les oiseaux, aussi étranges que superbes, envahissent le point d'eau. Cette spatule est facilement reconnaissable. Il en existe deux sortes dans le nord de l'Australie. La spatule royale possède un bec et des pattes de couleur noire. La spatule à bec jaune, un peu plus grande, possède un bec et des pattes de couleur claire. Souvent, les noms en disent long. Tandis qu'ils se déplacent dans l'eau, les oiseaux s'aident de leur bec pour dessiner des arcs de plus de 90 degrés
à la recherche de petits poissons, de crustacés et autres invertébrés. Des organes sensoriels situés le long de leur bec leur permettent de détecter les mouvements pour se nourrir dans les eaux troubles. Une fois la proie repérée, ce bec étonnant se referme sur la victime. L'abondance d'insectes garantit à tous ces oiseaux de quoi manger. Le ripidu roche-queue reste souvent sur la terre ferme au bord de l'eau, à la recherche d'insectes rampants et sautillants, tels les fourmis, les termites et les sauterelles. Le ripidu roche-queue appartient à la famille des passereaux. Commun en Australie, il est présent quasiment partout, exception faite de la forêt dense. Il ne peut résister au buffet d'insectes servis au bord de l'eau. Les chasses blanches attrapent les insectes en écumant la surface de l'eau. Elle se sert de ses longues pattes pour s'aventurer un peu plus loin. Mais elle n'a pas l'amplitude du jacana. Surnommé l'oiseau lotus, il s'appuie sur les feuilles de nénuphar pour s'avancer au cœur du point d'eau et trouver d'autres insectes. Le jacana est aussi surnommé l'oiseau Jésus-Christ, parce qu'il semble marcher sur l'eau. Ses doigts allongés lui permettent de répartir son poids sur toute la surface du nénuphar. Avec les points d'eau qui se remplissent, il y a de nouveaux arrivants. Les pélicans débarquent pour profiter de l'abondance de poissons. Ils arrivent probablement du littoral. Les pélicans sont opportunistes et vont là où se trouve la nourriture. Ils possèdent l'un des plus longs becs du monde aviaire. Il peut mesurer jusqu'à 1 mètre de long. La poche située sous le bec est extensible. Grâce à cette poche, ils peuvent filtrer l'eau pour récupérer du poisson. Le crochet au bout du bec leur permet de saisir les poissons les plus glissants. Ensuite, la poche se rétracte pour faire sortir l'eau et ne laisser que la prise que le pélican avale directement. Les pélicans parcourent les eaux en groupe en jabotant. Même s'ils aiment vivre en communauté, ils peuvent parfois se montrer irascibles. Tout ce raffut attire un des plus grands prédateurs des points d'eau. Le crocodile de Johnston, un reptile d'eau douce. Il vit dans l'embouchure des rivières pendant la saison sèche. Avec les pluies abondantes,
les plaines inondées, il a l'occasion d'élargir sa zone de chasse. Il est en général plus petit que son cousin des mers. Il possède un museau plus fin, ce qui lui permet d'être discret et rapide. Il se nourrit principalement de poissons et de crustacés, mais aussi de grenouilles et de tortues qui sont désormais nombreuses dans les points d'eau. Immobile, le crocodile attend qu'une proie passe à proximité pour l'attraper d'un violent coup de mâchoire. En grandissant, le crocodile s'attaquera à des mammifères comme le radeau ou des oiseaux. Les crocodiles, présents sur la planète depuis 200 millions d'années, ont vu disparaître les dinosaures. Les mouches continuent pourtant de les agacer. L'eau est bien plus dense que l'air. Les animaux qui évoluent à grande vitesse dans l'eau doivent être taillés pour la course. Même si ce crocodile passe du temps à rester immobile, il a la forme d'une torpille pour une efficacité maximum. Grâce aux doigts palmés des pattes arrière, il peut manœuvrer avec précision. Sa queue puissante lui permet d'évoluer sans bruit et de s'approcher d'un pélican peu méfiant. Après une matinée de chasse, le crocodile se hisse sur la rive pour se chauffer au soleil. C'est un animal ectotherme qui utilise la chaleur extérieure pour contrôler sa température interne. Ça le rend donc dépendant du temps qu'il fait. Contrairement aux animaux à sang chaud, tels les oiseaux et les mammifères, le crocodile n'a pas besoin de manger souvent. Il peut, s'il le faut, ne pas se nourrir pendant des mois. En plus du poisson, le crocodile s'en prendra au moindre mammifère qui s'aventurera trop près de l'eau. Un groupe de petits renards volants vient nicher tout près. Ces chauves-souris aiment implanter leur colonie près de larges points d'eau comme celui-ci. En plus d'une source d'eau assurée, cela leur procure également un repère quand elles reviennent de la chasse. Chaque nuit, elles s'envolent en groupe en quête de nectar, de fruits et de fleurs. Les chauves-souris descendent s'abreuver tout en volant, une gorgée qui pourrait leur être fatale. Ce prédateur qui reste à l'affût s'est adapté. Le crocodile peut briser la surface de l'eau sans faire de vagues. Il peut bouger de manière verticale en restant sur place, sans nager, sans bouger une patte. Les yeux et les narines émergent doucement, dans une totale maîtrise. Il n'utilise pas seulement l'air comme système de flottaison. En fait, il déplace entièrement des organes pour faire varier cette flottabilité. À l'aide d'un muscle lié au diaphragme, le crocodile modifie la position de ses poumons. Pour couler, il pousse les poumons vers l'arrière du corps, près de la queue. Pour émerger, il relâche ce muscle et les poumons reviennent vers l'avant. Le crocodile possède une gorge particulière. Il peut ouvrir sa gueule sous l'eau pour chasser, sans avaler trop d'eau. Quand la gueule s'ouvre, une partie de la langue, la valve palatale,
bloque l'accès à la gorge. La gueule peut se remplir d'eau sans que l'estomac et les poumons soient inondés. Pendant ce temps, l'air inhalé par les narines franchit la valve palatale et permet au crocodile de respirer, même la gueule remplie d'eau. Tous les habitants du point d'eau ont leur façon d'obtenir de l'oxygène. Le poisson absorbe l'oxygène dissous dans l'eau par les branchies. Les oiseaux sont dotés de poumons, mais possèdent également des sacs aériens, sorte d'extension de leurs poumons, qui leur permettent d'alimenter sans interruption leur organisme en oxygène. Ils n'ont pas de diaphragme. Ils font entrer et sortir l'air en contractant leurs muscles thoraciques. Les amphibiens ont des poumons, mais peuvent aussi respirer à travers leur peau. Grâce à un système respiratoire discret, le crocodile peut approcher sa proie sans laisser échapper aucune bulle. Il possède une excellente vision binoculaire. Et dans une eau sombre et boueuse, il a des outils lui permettant d'appréhender son environnement. Des récepteurs sensoriels sur son corps lui indiquent les variations de pression ou toute autre perturbation qui annoncerait l'heure du dîner. Ce jeune crocodile a posé ses yeux sur un pélican. Mais il a les yeux plus gros que le ventre. Il lui faudra encore attendre quelques années pour s'en prendre à un tel oiseau. Il n'est pas encore de taille à s'imposer au sommet de la chaîne alimentaire. Pour l'instant, il est lui-même au menu d'autres animaux. Ce python reste calme au bord de l'eau. Ce serpent non venimeux enserre sa proie entre ses anneaux et l'étouffe. Il se nourrit principalement de rats et d'autres petits mammifères. Mais s'il est assez grand, il peut s'en prendre à un jeune crocodile, surtout ce spécimen de quelques semaines dont il ne ferait qu'une bouchée. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Le python est un chasseur discret. Mais la capacité du crocodile à percevoir les variations de pression lui donne l'avantage et lui permet de filer à toute allure. Le serpent lui-même, comme tout autre maillon de la chaîne alimentaire, fait le régal d'un autre animal. À première vue, l'écosystème d'un point d'eau s'organise de façon pyramidale. Le plancton nourrit les insectes, qui nourrissent les poissons et les oiseaux, qui à leur tour nourrissent de plus grands animaux tels que le crocodile. Mais la véritable loi de cette jungle aquatique est la suivante. Chaque être mange ce qu'il est capable d'avaler. Par exemple, nombre de poissons mangent des larves de coléoptères. Celles-ci, une fois développées, s'en prendront à de jeunes poissons. Dans un point d'eau, tout finit par se payer. Le serpent a beau être un prédateur, c'est aussi le repas préféré d'un maître des points d'eau. Il n'a pas l'apparence d'un prédateur. Il n'a pas de dents pointues, de griffes ou d'anneaux. C'est le jabiru. Le jabiru, avec son long cou noir, appartient à la famille des cigognes. La femelle possède des yeux dorés, le mâle des yeux sombres. Elle fait 1,20 m de haut et possède une envergure de 2,50 m. Elle est dotée d'un bec solide, long de 30 cm,
capable de perforer la carapace d'une tortue. Le jabiru règne en maître parmi les oiseaux aquatiques. Ce héron vient d'attraper un serpent. Mais le jabiru fait savoir qui est le patron. Le jabiru mange tout ce que le point d'eau peut offrir, des minuscules poissons et insectes aux bébés crocodiles. Telle la spatule, il se nourrit en fouillant les eaux peu profondes. Il place son bec perpendiculairement à la surface pour sentir les mouvements de l'eau et de la boue, indiquant la présence d'une proie. Puis il la saisit ou l'embroche avec son bec baïonnette. Nombre d'oiseaux aquatiques sont dotés d'un bec de cette forme, solide et pointu, parfait pour attraper du poisson. Le martin pêcheur à dos bleu plonge en piqué depuis les branches qui surplombent l'eau. Il plonge dans l'eau à très grande vitesse pour saisir une proie qui ne se doutait de rien. De retour sur son perchoir, il tue le poisson en le frappant contre la branche avant de le manger. Le martin pêcheur a besoin que sa proie soit assez proche de la surface. D'autres oiseaux voient plus profond et diversifient leurs prises. Les hérons et les aigrettes se servent de leurs longues pattes pour aller traquer le poisson. Une fois la proie repérée, il donne un coup de bec, tel une épée, pour l'empaler. Les interactions entre les espèces vivant sur un point d'eau sont complexes. De prédateurs à proie d'une même chaîne alimentaire ou entre différentes espèces du même échelon. Les grèbes aiment flotter aux côtés des canards. Les canards, herbivores, sont à la recherche de plantes aquatiques. Comme ils remuent la végétation, ils dérangent les poissons alentours. Les grèbes sautent sur l'occasion et plongent. Tandis qu'ils fuient toute agitation, les poissons sont des cibles faciles pour les grèbes. Elles font de longs plongeons pour se saisir de la friture en panique. L'Aninga d'Australie est l'un des pêcheurs confirmés des points d'eau. Il maintient seulement sa tête et son cou hors de l'eau. Ce pêcheur confirmé plonge plus profondément que la plupart des autres oiseaux, à 1 mètre sous la surface, où il use de son solide bec pointu pour transpercer sa proie. Étant capable d'aller plus profond, il ne subit pas la concurrence des oiseaux qui pêchent en surface. Les oiseaux, avec leurs os creux, flottent naturellement. L'Aninga s'est adapté de façon surprenante. La microstructure de ses plumes est telle qu'au lieu de repousser l'eau, elle la laisse pénétrer pour permettre à l'oiseau de couler. À proximité de la proie, il peut étendre son cou à la vitesse de l'éclair pour transpercer le poisson. Ces plumes particulières sont parfaites pour la pêche, mais protègent peu. Après ces plongeons, l'Aninga s'expose au soleil pour sécher.
Avec la nourriture abondante engendrée par les pluies, l'endroit est parfait pour que les jabirus élèvent leurs petits. Le couple d'oiseaux reste uni au moins une saison. Il a choisi d'établir son nid tout près de l'eau, un nid d'1 mètre de diamètre, fait de branches et de morceaux de bois. Ces oisillons ont tout juste 3 semaines. Ils grandissent rapidement et pèsent déjà 600 grammes. Les parents se partagent la construction du nid, la couvaison, la garde des petits et maintiennent une étroite relation entre eux. Quand l'un d'eux revient au nid, ils s'accueillent l'un l'autre au travers d'un balai gracieux. Ils font claquer leurs ailes déployées ainsi que leur bec. Cette cérémonie peut durer plus d'1 minute. Les 2 parents rapportent aux petits de quoi manger. De petits poissons qu'ils régurgitent et que les oisillons avalent directement. Nous sommes à la mi-novembre. Les oisillons se couvriront de plumes dans 9 ou 10 semaines et continueront ensuite à recevoir de quoi manger de leurs parents pendant un certain temps. C'est un engagement à longue durée. Les parents seront ensemble pendant 6 mois, accouplement, éclosion, élevage des petits. Il est compliqué pour eux de se reproduire chaque année. Beaucoup de couples ne se reproduisent qu'1 année sur 2. À l'âge de 4 mois, les oisillons commenceront à chercher leur nourriture. Au départ, ils s'attaqueront à de petites proies, de petits poissons et des insectes. Mais la concurrence est rude concernant les petits poissons. Un grand poisson prédateur rôde tout près. C'est le barramundi, un poisson très réputé pour son goût en Australie. Il sait attraper de quoi manger, se servant de sa gueule tel un seau pour aspirer une proie à plus de 20 cm de distance. Mais le chasseur le plus talentueux est très certainement le poisson archer. Il vit dans les eaux de la mangrove, les rivières et les cours d'eau. Il ne paie pas de mine, mais il est capable de faire ça. Cette habileté au tir est même plus impressionnante qu'il n'y paraît. Le poisson archer maîtrise tous les aspects de ces jets d'eau. La vitesse, l'angle, la hauteur et la puissance. Contrôler un tel jet d'eau reste un véritable défi pour l'homme, mais pour le poisson archer, c'est un jeu d'enfant. Dès qu'un insecte est à sa portée, l'affaire est pliée. Quand le poisson archer vise un insecte sur une branche au-dessus de l'eau, ses yeux sont sous la surface. La lumière est réfractée à l'entrée dans l'eau. Le poisson doit calculer la véritable position de la proie et compenser ce phénomène de réfraction. De simples calculs pour le poisson archer. Il doit également prendre en compte la gravitation. Les jets d'eau ne vont pas en ligne droite. La gravitation influe sur l'angle du jet. Mais le poisson archer est capable de compenser ce phénomène physique. Dans le mille. Les scientifiques ont découvert quelque chose qui explique comment le poisson archer est capable de toucher un insecte à 2 mètres de distance
avec suffisamment de force. La plupart des projectiles, comme les balles, lancés vers le haut, ralentiront avec la gravitation et la résistance de l'air. Le jet d'eau du poisson archer, lui, gagne en vitesse en prenant de la hauteur. Quand le poisson expulse son jet, il fait varier le flux pour que la fin du jet soit plus rapide que le début. Quand la fin rejoint le début, cela forme un tout encore plus rapide. L'énergie gaspillée dans la forme d'arc s'accumule dans une boule d'eau qui vient frapper par surprise l'insecte sur son perchoir. La vie d'un point d'eau est complexe. La distinction chasseur-chassé est souvent floue. Cet écosystème repose sur un équilibre fragile, mais qui fonctionne. Il existe toutefois quelque chose capable de casser cet équilibre, voire même de le détruire. Le crapaud-buffle. Originaire d'Amérique centrale et du Sud, le crapaud-buffle a été introduit en Australie dans les années 30 pour lutter contre les scarabées qui ravageaient les plantations de canne à sucre. Mais ce crapaud est une bombe à retardement pour les espèces endémiques. Il est entièrement recouvert de glandes qui produisent un véritable poison. Nombre d'espèces endémiques se nourrissent fréquemment de grenouilles et crapauds. Elles ont mangé sans se méfier des crapauds-buffles, une erreur fatale. Et ce n'est pas tout. Si le crapaud-buffle vient à mourir près d'une source ou d'un point d'eau, l'eau sera contaminée et empoisonnera l'animal qui viendra s'y abreuver. Leurs têtards eux-mêmes sont toxiques. Ils ressemblent comme deux gouttes d'eau aux autres têtards, source de nourriture vitale pour de nombreux poissons et oiseaux. Ces crapauds toxiques se sont déplacés vers l'ouest et se sont répandus peu à peu dans tout le pays. C'est une véritable catastrophe pour la faune sauvage. Après 3 ou 4 mois de pluies abondantes et fertiles, le cycle des saisons se poursuit. En mars, les averses sont moins fréquentes et plus faibles. Progressivement, la saison sèche s'installe. Au fur et à mesure qu'elle s'intensifie, les réserves d'eau se réduisent, les rives se transforment en une boue épaisse et la végétation luxuriante commence à sécher. La vie pour les animaux devient plus difficile. Les espèces migratoires regagnent des terres plus fraîches, plus humides. Mais avec l'assèchement des points d'eau, se présentent de nouvelles opportunités pour le dingo. Il doit fouiller les recoins sauvages alentours en quête d'une proie. Il est friand de petits mammifères, tels le lapin ou de rongeurs. Le point d'eau, au centre de la vie animale, est le point de rendez-vous des êtres en quête de nourriture. Le dingo est autant opportuniste que bon chasseur. Si un animal meurt de faim ou de maladie, il en tirera profit. Il s'approche régulièrement du point d'eau, surtout quand l'eau se retire et laisse derrière elle une boue épaisse et fraîche.
En tant que super prédateur, le dingo participe à l'équilibre de l'écosystème. Il contient les populations de chats sauvages, une espèce introduite qui, comme le crapaud-buffle, a fortement bouleversé la faune sauvage. Aujourd'hui, le dingo profite seulement d'un bain de boue. Avec la diminution des pluies, c'est une période faste pour certaines espèces. Toute la nourriture se concentre dans des points d'eau plus petits. La tâche est plus simple. Ces fortes variations climatiques de la mousson dans le nord du pays donnent lieu à des situations extrêmes. À l'abondance succède la famine. La vie sauvage a dû s'y adapter. Les canarois semi-palmés abandonnent les grains de riz pour des tubercules riches en amidon, comme la châtaigne d'eau, qu'elles déterrent avec leur bec crochu. Certaines grenouilles se constituent un cocon dans la boue pour attendre le retour des pluies. Les crocodiles mangent moins quand la saison change et que la nourriture se fait plus rare. Ils peuvent eux aussi s'enterrer dans la boue pour affronter la sécheresse. Les feuilles de nénuphar dépérissent à nouveau. Certaines tortues d'eau douce attendent la saison sèche pour pondre leurs œufs dans les berges sablonneuses. À l'intérieur des œufs, les embryons se développent durant 70 jours, puis entrent dans une phase de stagnation, la diapause. Dans cet état de dormance, ils attendent que les pluies abondantes ou les crues atteignent leur nid. Puis, tous les petits sortiront immédiatement du nid. Pour échapper au plus fort de la sécheresse, le jabiru s'envole et rejoint des points d'eau moins éphémères, tout comme la spatule et les autres oiseaux. Les formes de vie plus petites, comme les crustacés, ont leur propre moyen de s'assurer que leur descendance passera la saison sèche. Certains œufs résistent à la sécheresse, d'autres sont si petits que le vent les emporte. La vie étonnante des points d'eau est un parfait exemple de la diversité qui règne en Australie. Ce sont des réserves naturelles pour des milliers d'espèces différentes. Le superbe jabiru, le crocodile de Johnston, chasseur à l'âge adulte, chassé quand il est petit, le poisson archer, tireur d'élite aquatique, les tortues, les échassiers, tous tirent parti de l'éphémère abondance qu'offre la saison des pluies et tiennent leur rôle dans cet écosystème fertile où la vie se montre des plus complexes.